Donc, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour ces rencontres du mentorat organisées par le collectif Mentorat presque tous les mois. Moi, je m'appelle Fiona Solaire, je suis consultante et j'ai le plaisir d'animer cet échange sur la thématique de l'orientation pour le collectif Mentorat. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc bienvenue à vous. Mais je vois qu'il y a pas mal de visages que je connais, donc ça fait plaisir aussi de retrouver les fidèles au rendez-vous. Bienvenue à tous et toutes. J'ai le plaisir de co-animer ces échanges avec Madeleine Palaré et Pauline Saget. Pauline qui m'aidera à modérer la partie de questions-réponses qu'on aura à la fin. On va consacrer 30 minutes et si on peut un peu plus à toutes vos questions, essayer de vous apporter toutes les réponses. Pour cet échange sur l'orientation, j'ai le plaisir donc d'avoir deux invités aujourd'hui avec moi, Jules Donzelot et Alix de Quillac. Donc, Jules, vous avez étudié les politiques d'égalité des chances sous un angle de comparaison internationale. Vous êtes, on va dire, un spécialiste de la Grande-Bretagne et justement, vous allez nous inspirer avec ce modèle aspirationnel anglais, très différent du modèle français quand on parle d'orientation. Vous êtes aussi engagé dans l'action associative depuis plusieurs années, notamment en tant que directeur scientifique pour des programmes d'accompagnement et des programmes de mentorat. D'abord avec l'association AFEV, qui nous rejoint aussi assez nombreuses, j'ai vu quelques visages. Et aussi, depuis 2019, vous êtes avec l'association Job IRL, qui aide les jeunes à construire leur projet d'orientation. Et ensuite, on a Alix, où vous travaillez aussi sur la thématique d'orientation depuis de nombreuses années, 10 ans. D'abord avec des centres de formation à l'étranger, puis en créant en 2015 le projet Pitango, qui aide les jeunes à valoriser leurs compétences, s'entourer et structurer leur projet d'orientation, donc une thématique qui nous est chère. Vous continuez aussi à développer la méthodologie et les outils de Pitango au sein de DigiSchool, mais vous êtes aussi l'auteur du livre Face aux choix d'orientation, parents et éducateurs, libérez votre pouvoir d'agir. Donc, ravie de vous avoir tous les deux. Je vous propose donc de passer peut-être la parole d'abord à Madeleine Palaré pour nous faire un petit mot de bienvenue côté collectif et d'intro. Et ensuite, je passerai la parole à mes invités. Bonjour à tous, merci beaucoup Fiona pour cette première introduction. Bienvenue à tous et ravie de vous voir aussi. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Non, j'ai perdu le son. Pardon. Je te remercie en tout cas pour ce petit mot d'introduction et je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux sur cette thématique pour cette rencontre du mentorat, puisque le collectif Mentorat du coup organise plusieurs temps forts, notamment ces rencontres qui ont pour vocation en tout cas de réunir l'écosystème du mentorat autour d'échanges structurants. Le collectif qui aujourd'hui d'ailleurs compte 64 membres et a participé à l'objectif de 100 000 jeunes accompagnés en 2021 grâce à tout cet écosystème autour du mentorat, a pour ambition donc, de fédérer en son sein l'ensemble des organisations sans but lucratif agissant en faveur du mentorat. Et nous avons comme mission, en tout cas, de défendre l'expertise de ces acteurs du mentorat, leur savoir-faire, leur intérêt professionnel et porter pour eux une voix forte et unie sur les enjeux du mentorat auprès des pouvoirs publics, mais aussi du grand public. Ces rencontres, ces échanges, justement, participent à nos missions puisqu'elles permettent de réfléchir ensemble, membres adhérents et aussi tout l'écosystème, à des sujets d'actualité, de partager des pratiques, de s'inspirer des expertises des uns et des autres. Et donc, ce mois-ci, on a décidé et on a souhaité aborder la thématique de l'orientation, sujet d'actualité. Et l'insertion professionnelle, c'est notamment des sujets que de nombreuses associations membres du collectif portent en proposant via le mentorat un accompagnement des jeunes à l'orientation. Grâce à nos intervenants, que je remercie pour leur mobilisation et leur partage d'expertise. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment on peut accompagner les jeunes dans leur orientation pour les aider à mieux se connaître,
à anticiper, à pouvoir oser et finalement à se réaliser dans leur parcours de vie. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci Madeleine pour cette intro. Et donc, je passe directement je me tourne virtuellement vers Jules, qui, donc, vous avez longtemps réfléchi au sujet d'orientation, d'égalité d'accès aux études supérieures. Vous agissez aujourd'hui sur le terrain avec des actions d'orientation. Vous avez ce double regard en tant que sociologue expert de l'orientation, mais aussi en tant qu'acteur terrain. On a beaucoup d'assos qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, ma première question serait de demander quel est votre sentiment sur l'état de l'orientation aujourd'hui en France. Alors déjà, bonjour tout le monde et merci au collectif pour cette invitation et merci Fiona et Madeleine pour le travail de préparation aussi en amont. Donc pour vous répondre, Fiona, je pense, enfin ça va être dur de vous voyez, mais on peut essayer. Je pense qu'on est à un moment charnière de ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'orientation en France et un moment charnière puisque on peut être à un moment de basculement vers une vraie grande politique nationale d'orientation. Pour l'instant, on est dans une situation, je trouve, où à la fois on a beaucoup de choses sur l'orientation, peut-être plus que jamais, et où en même temps, on n'a pas les conditions réunies pour avoir une vraie politique nationale massive. Et pour exemplifier ça, je dirais simplement voilà, qu'il y a une inéquité dans l'accès des jeunes à l'aide à l'orientation, en tout cas dans les établissements scolaires, puisque vous avez des établissements qui s'emparent à fond des horaires dédiés et qui font une masse d'actions très qualitatives auprès des jeunes, et vous avez d'autres établissements qui ne s'en saisissent pas du tout, et on peut avoir un niveau zéro de l'aide à l'orientation dans certains établissements. Donc ces inégalités, pour l'instant, font qu'on n'a pas encore une politique nationale cohérente, mais que peut-être on est à un moment charnière pour y arriver. Et quand on parle d'orientation aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que avec aussi ton regard, allez, on va se tutoyer parce que c'est vrai, c'est bizarre de se voyer. Avec l'actualité politique d'aujourd'hui, institutionnelle en France, qu'est-ce que ça veut dire parler d'orientation aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on parle concrètement? C'est une question, je crois, très très importante, puisque le mot même d'orientation, il est ambigu, il est problématique, il est porteur d'ambiguïté de langage depuis très très longtemps. Et donc, je voudrais, sur cette question-là, simplement situer le fait que l'orientation avant les années 90, on va dire, mais vraiment pour simplifier et voire caricaturer un petit peu, c'était quand même quelque chose d'imposé par l'institution. C'était une forme d'enfermement dans une filière qui était censée conduire à un cercle très restreint d'opportunités professionnelles. Et qu'aujourd'hui, je crois que l'orientation renvoie plus à la notion d'autonomie, de liberté, voire de développement personnel. Et c'est très intéressant de voir comment on passe de l'un à l'autre. Alors, peut-être pour revenir rapidement sur quelques éléments de base, étymologiquement, orientation, c'est orientatio en latin, c'est-à-dire en fait, je me repère par rapport à l'Orient, tout simplement. Ça veut dire qu'un navigateur, pour avancer sur un océan, il avait besoin de savoir où était l'Orient, où se levait le soleil, et ce point de repère-là lui permettait de savoir où étaient les autres continents et donc de naviguer tout simplement. Donc l'orientation, c'est d'une certaine façon l'organisation spatiale des mouvements, c'est se repérer dans l'espace pour pouvoir se déplacer de façon libre et volontaire. Il faut savoir ce dans quoi on se déplace pour se déplacer librement. Sinon, on avance dans la caverne de Platon. Donc, c'est du point de vue de l'environnement scolaire et professionnel, c'est la même chose. C'est l'idée que les jeunes doivent avoir beaucoup de points de repère pour se situer par rapport au monde extérieur, par rapport au monde des formations, par rapport au monde des métiers, pour pouvoir agir de façon éclairée, comme on dit de plus en plus, avoir une liberté éclairée, et donc voilà, pouvoir avancer de façon plus libre qu'auparavant. Peut-être de dire simplement, voilà, comment ça se traduit en termes de langage, encore une fois. C'est un peu le basculement de l'orientation, voilà, au sens de l'assignation, de l'affectation à une place par l'institution, donc une orientation par définition subie. Historiquement, l'orientation, par définition, c'est l'institution qui vous met quelque part.
Et on bascule, à partir des années 90, sur ce qu'on appelle l'éducation à l'orientation. On parle aussi beaucoup d'aide à l'orientation. Et ça, c'est véritablement un basculement très significatif, voire une révolution copernicienne, puisque d'un seul coup, l'élève, au sens subjectif du terme, se trouve au cœur des enjeux de sa propre orientation, alors que jusque-là, on était plutôt sur un profilage psychologique en termes de est-ce que c'est plutôt un esprit technique, un esprit manuel ou un esprit académique, quoi, en gros. Donc, il y a vraiment là-dessus, je pense, un gros changement. Ça se traduit encore une fois en termes d'éléments de langage. Je pense que c'est important en ce moment d'avoir des précisions là-dessus, sur une notion qui est en train de monter et qui s'appelle les compétences à s'orienter. Donc, on est en train de faire rentrer un petit peu progressivement l'orientation dans le champ de l'analyse des compétences. Alors, ça peut être discutable, mais en tout cas, c'est une tendance. Et blablabla. Et excuse-moi, quand tu parles de compétences à s'orienter, on parle de quoi concrètement? Quand on parle de compétences à s'orienter, en gros, c'est se connaître suffisamment soi-même pour pouvoir s'orienter, c'est avoir une certaine maîtrise des repères en termes justement de formation, de débouchés professionnels, etc. C'est comprendre aussi les conditions de réussite associées au choix qu'on est susceptible de faire ou non. Enfin, c'est une autonomie dans la façon d'aborder les étapes suivantes de son parcours d'orientation, une autonomie subjective, donc des compétences personnelles. On va y revenir. Je voulais quand même donner un cadrage, on va revenir sur cette notion de compétences à s'orienter, mais un cadrage institutionnel, juste pour qu'on soit tous d'accord qu'on a une base de départ là, sur la situation en France aujourd'hui qui est assez claire. D'un point de vue institutionnel, on a eu des réformes récemment qui ont créé des horaires officiellement dédiés à l'aide à l'orientation dans les établissements scolaires, avec 12 heures annuelles programmées en quatrième, 36 heures en troisième, et ensuite 54 heures par an de la seconde à la terminale. Néanmoins, on est un peu face à une espèce de coquille vide, puisqu'on a un cadre, mais que comme il n'est pas contraignant et qu'il n'y a pas de financement massif associé à ce cadre, pour le coup, comme on disait au tout début de cette intervention, les établissements s'en emparent de façon extrêmement inégale et variable, et donc certains vont aller très loin dans la réalisation de cette ambition d'horaire dédié à l'orientation, tandis que d'autres ne vont pas aller très loin, voire pas du tout. Il y a un cadre derrière, puisque la compétence orientation, comme vous savez, elle a été transférée en partie depuis l'ONISEP vers les conseils régionaux. Alors, je dis bien en partie, puisqu'il y a un livre blanc là, des conseils régionaux qui réclame le transfert total de cette compétence et en gros la disparition de l'ONISEP pour pouvoir, eux, porter encore mieux cette compétence. Dans les faits, au jour d'aujourd'hui, les conseils régionaux ne se sont pas dotés de budgets très conséquents sur l'orientation. Ils ont simplement récupéré des financements qui étaient auparavant pour l'ONISEP. Et donc, ils ont mis en place un certain nombre d'actions, mais très, très, très loin d'être à la hauteur de ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire alimenter les établissements scolaires de leur région avec des catalogues possibles d'actions d'aide à l'orientation et les inciter à s'en saisir et à avoir une approche cohérente globale de l'aide à l'orientation dans la région. Et donc, ce qui est important de ce point de vue-là, c'est que on est en ordre dispersé totalement. On a un cadre national totalement minimaliste. Il est vraiment très, très peu contraignant. Donc, je pense que tout l'enjeu de ce moment charnière et de ce basculement éventuel vers une grande politique nationale d'aide à l'orientation, ça va se jouer sur un cadre national officiel. C'est-à-dire que oui, chaque région peut avoir sa propre stratégie pour faire de l'aide à l'orientation, mais il faut in fine qu'on poursuive tous au niveau national des objectifs comparables pour pouvoir s'assurer qu'il y a une forme d'égalité des élèves face aux modules et aux différents services d'aide à l'orientation. Donc, la question du changement d'échelle, c'est celle d'une part d'un cadre de l'aide à l'orientation. L'ONISEP a été missionné fin décembre et est embarqué dans un programme à 5 ans pour réfléchir là-dessus et pour en gros faire émerger ce qui va s'appeler un référentiel des compétences à s'orienter de la 5e à la terminale, qui sera intégré à un carnet numérique qui accompagnera l'élève dans son DNB au brevet et sur Parcoursup, dans les fiches de candidature, il y aura un petit compte-rendu de tout ce que chaque jeune aura vécu en termes d'aide à l'orientation pendant son parcours. Et puis, c'est le programme qui s'appelle Avenir de l'ONISEP, si vous voulez aller creuser ça, avec S entre parenthèses à la fin.
On en a un ou on en a plusieurs des avenirs, je ne sais pas. Et donc, simplement, après, même si on a un super cadre, même si on a des régions un peu plus volontaires, restera de toute manière la question des financements, un changement d'échelle, hein, le fait de… On a plein de bonnes pratiques associatives, on les connaît nous, évidemment, entre nous, mais elles commencent à être aussi connues au-delà. Il y a beaucoup d'actions très intéressantes, très innovantes qu'on pourrait massifier, mais ça supposerait des financements eux-mêmes massifs. Et au jour d'aujourd'hui, si je suis même un petit peu sévère, enfin, il n'y a pas un seul candidat à la présidentielle qui a avancé un chiffre sur, en gros, voilà mon ambition pour financer un nouveau modèle national d'aide à l'orientation. Merci. Et par rapport donc à votre expérience, à ton expérience dans les systèmes anglo-saxons, est-ce que tu pourrais nous identifier les apprentissages qu'on pourrait en tirer justement à l'aune de la présidentielle? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer cette politique publique de l'orientation pour aider justement à imaginer des façons d'aborder l'orientation différemment? Voilà, quels seraient pour toi les éléments clés qu'on pourrait apprendre des autres systèmes? Alors, c'est peut-être d'abord à arrêter de parler d'orientation. C'est-à-dire que les Anglais, quand j'enquête là-bas et que je fais mes terrains et que je leur explique l'orientation en France, à chaque fois, ils sont orientation, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Nous, ils te disent, nous, on parle de prise de décision des élèves. Et on s'intéresse au processus de prise de décision des élèves, au decision-making process. On considère de toute façon que le parcours de l'élève, il est ancré dans sa liberté. Il n'y a jamais eu d'orientation strictement subie en Angleterre à la façon dont on affectait des places en France. C'est un modèle libéral qui a énormément de limites, mais qui a au moins cet avantage d'avoir une culture historique de la liberté et de ce qu'on pourrait appeler l'éducation à la liberté, même si ça paraît un peu paradoxal, mais je trouve que tout l'intérêt des modèles anglo-saxons, c'est d'abord aborder franchement cette question du paradoxe entre orientation et construction de la liberté. Il y a un croisement entre les deux qu'on n'assume pas en France et sur lequel il faut aller plus loin. Voilà, donc simplement, ils ont donc un autre vocabulaire dans l'orientation, ce qui est déjà important. Et pour te répondre très concrètement sur une inspiration en termes de programme, d'activité, de modèle, là, je fais donc un petit exposé rapide, hein, mais en gros, moi, mon travail de thèse a consisté à analyser le programme M-Hire qui avait été mis en place par Tony Blair entre 1999 et 2011 en Angleterre, qui, à la base, se présente comme un programme d'égalité des chances d'accès aux études supérieures. Donc, comment on va encourager plus de jeunes, notamment d'origine défavorisée, à envisager des études supérieures en faisant de l'aide à l'orientation. Ah oui, merci. Pour le coup, il faut que j'aille vite vers la pyramide. Non, pardon, excuse-moi. Non, prends ton temps parce que c'est très intéressant et je veux qu'on arrive à ça avec toute ta connaissance. Je sais quand il y a un 2 qu'après les gens regardent. Je ne savais pas si c'était le moment de partager ou pas l'écran. Donc, je te le mets, tu prends comme tu veux. D'accord, t'inquiète. Mais je te dirai. Donc, simplement, oui, on est à la base sur un programme d'égalité des chances d'accès aux études supérieures. Alors, je vais sortir de ce que j'avais écrit pour vous le raconter simplement, mais en gros, en Angleterre, si vous voulez, c'est extrêmement intéressant. À partir de 1968, il y a un grand écart avec la France. Nous, on instaure le droit des bacheliers, en gros, à aller à l'université, et eux, ils ne le font pas. Donc, ils ont une problématique d'accès à l'université, des universités très sélectives, très exigeantes en Angleterre. Et quand on arrive en 1980, ils se rendent compte que leur système d'enseignement supérieur accueille moitié moins d'étudiants que la France et que la plupart des autres pays européens. C'est-à-dire qu'ils ont pris un retard sur la massification des études supérieures considérable. Ils sont à peu près à 20% d'une classe d'âge en 1980, quand on commence déjà à s'approcher des 40% en France. Donc, ils doivent réagir par rapport à ça. Et leur réaction, ça va être de dire, OK, pourquoi on n'a pas plus de jeunes qui vont dans les études supérieures? Alors, il fallait d'une part adapter les établissements d'enseignement supérieur. Il y a eu beaucoup de réformes, je ne vais pas détailler ça aujourd'hui, mais il fallait aussi encourager des jeunes qui n'envisageaient pas de faire des études supérieures à justement l'envisager. Et donc, il fallait, selon les Anglais, familiariser des populations qui étaient extrêmement éloignées culturellement des études supérieures pour
dédramatiser, donner confiance, donner envie et leur dire, en gros, on vous attend, on n'attend pas que les classes favorisées, on vous attend vous aussi. Et ces hypothèses de travail qui ont émergé en fait dès les années 80 en Angleterre ont donné lieu à un développement accéléré à partir de 1985 à peu près, d'énormément d'actions de ce qu'on appelle, nous, de l'aide à l'orientation. Et qui, là-bas, s'appelle simplement Widening Participation to Higher Education, c'est-à-dire élever et diversifier socialement la participation des jeunes aux études supérieures. Pour encourager des jeunes à accéder aux études supérieures, en réalité, on va aussi leur parler des débouchés professionnels, on va aussi leur parler donc métier, on va leur parler aussi alternance, on va présenter toutes les formes d'enseignement post-bac, on ne va pas simplement faire ça dans une approche élitiste. Et ce qui est intéressant en Angleterre, justement, je trouve, c'est que chaque établissement d'enseignement supérieur, en fonction de son propre profil, d'offres de formation, de plus ou moins de liens avec les entreprises locales ou au contraire avec la recherche académique. Chaque université, puisqu'il y a un seul statut d'établissement d'enseignement supérieur en Angleterre, il n'y a que des universités, il n'y a pas de d'IUT, de grandes écoles, de machin comme ça. Donc, c'est comment chacune a été, s'est auto-missionnée, enfin, c'est l'État qui les a missionnées, mais elles se sont toutes engagées à aller rencontrer sur leur environnement territorial les jeunes, alors les plus défavorisés, mais aussi dans une moindre proportion des jeunes plus favorisés, puisqu'on est vraiment sur une politique nationale qui vise tous les élèves en Angleterre et pas seulement sur une politique pour public défavorisé. Et donc, ils ont été au-devant, ce qu'on appelle outreach, c'est-à-dire je sors de là où je me trouve pour atteindre, outreach, et ils ont développé des premières actions, je trouve, assez inspirantes, sur lesquelles on va revenir effectivement avec la pyramide des besoins, mais juste un élément avant d'y arriver, parce qu'on l'évoquait juste avant, sur les enjeux financiers, je pense que c'est important de le dire. Un pays comme l'Angleterre qu'on perçoit, et que moi-même, avant d'aller enquêter, je percevais comme un pays beaucoup plus inégalitaire que la France et totalement néolibéral, en gros, et voilà, obsédé par le fait de faire payer les jeunes leurs études et tout ce qu'on veut. Bon, bah, derrière, en fait, cette perception que nous, on a un peu simpliste côté français, il y a un système beaucoup plus complexe que ça, qui essaie vraiment de tendre vers une forme d'équité. Et pour se donner les moyens d'aller vers plus d'équité, bah, ils ont mis des moyens financiers considérables. Donc, M-Hire, c'était 100 millions d'euros à peu près par an, donc entre 1999 et 2011, sachant que les cordées de la réussite en France, qui est le plus proche, ça tourne entre 5-8 millions, peut-être jusqu'à 20 maintenant avec la refondation des cordées. Donc, on est quand même dans un écart de proportion assez considérable. Et en 2011, quand les néo-travaillistes quittent le pouvoir et que les conservateurs arrivent, les conservateurs, évidemment, suppriment officiellement le programme M-Hire et en même temps, c'était une politique qui avait généré un assentiment de l'ensemble de la société civile. Il y a eu des articles même de presse importants là-bas pour dire en fait qu'il y a eu une seule politique de Tony Blair qui n'a gêné personne et où tout le monde était d'accord, c'était celle-là. Puisque intérêt général, aide à l'orientation, si je puis dire. Et donc, quand en 2011, M-Hire est supprimé, en réalité, il est intégré au droit commun des universités qui sont là-bas, les maîtres d'œuvre en fait de l'aide à l'orientation, même si elles travaillent avec des associations, avec des entreprises, avec des collectivités, etc. C'est quand même elles qui ont des équipes de 30-40 personnes dans l'université chargées d'organiser toutes ces actions d'aide à l'orientation et d'aller à la rencontre des jeunes et de leurs familles, on pourra y revenir. Voilà. Et donc, simplement, pour préciser que depuis que c'est rentré dans le droit commun des universités, pour faire très simple, ça veut dire qu'une université, pour pouvoir faire payer des frais d'inscription élevés, elle est obligée de s'engager à consacrer un certain pourcentage de ce qu'elle reçoit de son, voilà, pas de son bénéfice, mais bon, de la somme d'argent qu'elle accumule ainsi, à des actions d'égalité des chances, dites d'outreach. Et on atteint, depuis à peu près 2014-2015, on est sur à peu près un demi-milliard de livres sterling par an consacrés aux actions d'aide à l'orientation portées par les universités dans les établissements scolaires, dans les maisons de quartier et parfois jusque dans les familles. Donc, on a là-bas vraiment une politique massive. Et pour, bon, je ne peux pas faire le truc sur les frais d'inscription, mais il y a vraiment un système équitable. Et je voulais simplement, voilà, à ce niveau-là, dire qu'il y avait eu une vraie mesure de la réduction des inégalités sociales d'accès aux études supérieures. Si vous voulez, quand vous avez les enfants d'ouvriers qui sont à 20% de participation d'une classe d'âge, vous avez les classes sup qui sont à 50%.
la massification, ça peut se faire sans réduction des inégalités, hein, puisqu'on peut passer à 30% de gamins défavorisés et on sera à 60% en fait, de gamins favorisés. Donc, ce qu'on appelle l'écart social de participation aux études supérieures reste de 30 points. Dans la plupart des pays occidentaux, il est de 30 points depuis les années 70. Les Anglais et les Australiens qui sont inspirés du modèle anglais, pour l'instant, d'un point de vue scientifique, sont les seuls qui sont arrivés à réduire de 5 points, en l'occurrence de 30 à 25 points, les écarts sociaux de participation. Voilà. Mais et concrètement, Jules, ces différents éléments qui sont mis en place, là je vois engagement parental, élever les aspirations, définir le projet personnel, comment est-ce qu'on mène ces actions très concrètes que je pense portent aussi, ou souhaitent porter en tout cas toutes les associations qui nous rejoignent, pour justement accompagner, élever ces aspirations et contribuer à la réussite éducative et professionnelle des jeunes? Eh bien, ma réponse, c'est qu'effectivement, en analysant le programme Higher, ce qu'il en ressort, c'est que, et en lisant les textes évidemment fondateurs, c'est qu'il vise à respecter une pyramide des besoins, un peu comme la pyramide de Maslow. Il y a des besoins fondamentaux dont on ne peut pas se passer avant d'arriver aux étapes suivantes si on veut atteindre le résultat escompté à la fin. Ces étapes, elles respectent aussi, on va le voir, le développement du jeune qui va à 10 ans, ce n'est pas le même qu'à 15, ce n'est pas les mêmes enjeux, évidemment, et ainsi de suite. Donc, les Anglais considèrent que vraiment la première brique, la plus fondamentale, c'est l'engagement parental. Si on n'a pas des parents qui croient un minimum dans l'intérêt du jeune de se soucier de son avenir et de son orientation et qui sont simplement en attente et complètement passifs et qui ont renoncé à tout espoir, si je puis dire, enfin ce qui arrive en fait assez souvent, on a vraiment une grosse difficulté. Donc il y a un enjeu énorme à avoir un effet levier sur l'engagement parental. Ça, on peut dire concrètement, rapidement, qu'en Angleterre, ça va se traduire notamment par les rencontres en maison de quartier. C'est assez important là-bas. C'est-à-dire que les rencontres en maison de quartier, c'est le vendredi soir à 20h, l'université qui ramène des étudiants, des profs, des anciens étudiants devenus professionnels sur le territoire et qui vont dans la maison de quartier du quartier défavorisé avec plein de des trucs à grignoter, voilà, des flyers, des machins, bon, en mode festif avec les couleurs de l'université et qui vont accueillir. Alors, ils invitent les habitants du quartier, hein, il y a des chargés de participation des habitants, il faut savoir, en Angleterre. Et donc, vous avez en général entre 80 et 120 personnes qui viennent. Et les personnes qui sont invitées et ciblées sont les parents d'enfants d'école primaire dans ces actions-là. Il fallait y penser quand même. L'université va dans une maison de quartier défavorisée pour s'adresser aux parents des enfants d'école primaire et leur dire: ça vous fait peur, l'université? Oui, on sait que c'est dans très longtemps, on sait que ça vous fait peur, etc. Nous, on est simplement venu vous dire que le moment venu, si ça intéresse vos enfants, nous, on les souhaite. On est prêt à les accueillir, on est prêt à les inclure et on veut qu'ils viennent. Donc, oui, tout à fait, les programmes de réussite éducative sont assez dans la même veine, mais en même temps, pas tout à fait. Bon, et donc, on a cet enjeu de comment dédramatiser auprès des parents le rapport global à la projection dans l'orientation de leurs enfants. Donc, je signale au passage simplement que quand je raconte aux Anglais le mentorat de la FEV au domicile des élèves 2 heures le mercredi après-midi, ils s'en foutent de jalousie. C'est un des rares trucs qui nous jalousent quand je raconte ce qu'on fait en France, en disant, mais en fait, c'est génial, vous avez pensé effectivement à avoir un étudiant qui, chaque semaine, en fait, va avoir l'occasion de discuter avec non seulement le jeune, mais évidemment ses parents aussi, dans la sphère privée. Et c'est là qu'on est le plus susceptible d'avoir des discussions informelles qui peuvent vraiment faire évoluer les représentations, la confiance en soi du jeune, mais aussi les représentations des parents, et donc modifier le type de discussion qu'il pourra y avoir par la suite entre le jeune et ses parents sur son parcours. L'étape suivante, la deuxième brique selon les Anglais, c'est l'élévation et la diversification des aspirations académiques et professionnelles, s'entend. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va correspondre, on va dire, de la 6e à la 4e, même si en fait, ça s'étend avant et après, mais bon, le gros des actions concernées se situe à ce moment-là. Et donc là, on va beaucoup plus être sur des actions de découverte des entreprises, découverte de l'université, des interactions, des rencontres avec des étudiants, avec des professionnels. On va avoir des premiers mentorats ou tutorats collectifs. Alors,
Je précise tout de suite, comme on est dans le collectif mentorat, qu'il y a une grosse différence entre le mentorat à la française et le mentorat à l'anglo-saxonne, enfin en tout cas dans MHire, c'est que dans MHire, ils privilégient un mentorat collectif. C'est-à-dire que eux, c'est vraiment un étudiant va le mercredi de midi à 2 passer 1h30 avec un groupe de 5 jeunes, 5 lycéens qui l'accompagnent toute l'année. Et il y a très peu… Similaire au dispositif Devoir fait qui a été mis en place? Alors oui, c'est un petit peu ça, sauf que là, on est vraiment on n'est pas sur devoir faire, on est vraiment sur de l'orientation entièrement. Orientation. Il n'est pas du tout question de scolarité. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui, voilà, en France, on rescolarise tout à un moment donné, mais les Anglais, il y a vraiment ce truc, on parle d'orientation, il n'est pas question de notes, il n'est pas question de scolarité, il est question uniquement de découvrir ce qu'il y a à l'extérieur, si ça vous intéresse ou pas, comment on y va, à quelles conditions, etc. Et on va avancer un petit peu plus, puisque voilà. Et donc ensuite, on va plus avoir le temps. Ensuite, on prépare aux études supérieures, c'est plutôt le tutorat académique, de façon article 1 au cordée de la réussite. Et ensuite, on fait des actions d'inclusion dans l'université pour que les jeunes s'y retrouvent bien. Donc, je te fais la transition. Simplement, comme vous le voyez là, comme vous l'avez vu dans le schéma et dans ce que je vous ai dit, on est vraiment sur des actions très collectives qui visent à modifier les représentations des groupes. C'est-à-dire que les Anglais, ils vous disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer la culture d'un quartier. C'est d'avoir un impact, non pas seulement sur les 15 jeunes auxquels on va parler la semaine prochaine, mais sur leur entourage, leurs parents, le quartier, etc. D'où aussi les interventions en maison de quartier. Donc, on est vraiment sur une approche sur les représentations collectives. Et moi, je trouve que là où le bât blesse, là où les Anglais n'ont pas été assez loin, c'est qu'ils ont sous-estimé toute la dimension individuelle, la dimension subjective, la dimension même affective, on pourrait dire, de l'orientation. Et c'est là, je pense, effectivement, que Leeds va pouvoir probablement apporter des compléments plus intéressants de ce point de vue-là. Absolument. Merci Jules pour la transition, mais de toute façon, vos deux interventions sont très complémentaires et on en reviendra après parce que moi, je pense que ce qui est essentiel aussi, c'est comment on n'isole pas justement ce process d'orientation et comment est-ce qu'on fait rentrer aussi des entreprises, des universités au sein des établissements scolaires. Et je pense que ça, on abordera le sujet tout de suite après. Mais voilà, revenons un peu maintenant que tu nous as fait voyager. On a identifié un peu le monde des possibles aussi avec les apprentissages anglo-saxons. Revenons justement à la question d'orientation essentielle qui est le jeune lui-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'un jeune va s'orienter concrètement c'est un processus qu'on a tous vécu, qu'on continue à vivre. Je pense que ça ne se termine pas, l'orientation, mais c'est vrai qu'au démarrage, ça fait plus peur que par la suite. Donc là, je me tourne vers toi, Alix, et concrètement, si on peut poser la question comme ça, je pense que vit un jeune quand il doit s'orienter? Genre, tant dans son ressenti, comment dans son processus personnel, qu'est-ce que peut-être on est un peu loin aussi de ce moment de décision-là. Rappelle-nous, toi qui es en contact direct avec les jeunes aussi, que vit un jeune quand il doit s'orienter? Bonjour à tous, merci Fiona, merci aussi au collectif Mentorat pour cette invitation et merci Jules, c'était vraiment très intéressant. Pour commencer à répondre à cette question, déjà de quel jeune on parle. Voilà, la plupart, je pense, d'entre nous, on suit des jeunes qui ont peut-être entre 14 et 22, 25 ans. Donc, on sait bien que l'état d'esprit à 14 ans et à 22 ans n'est pas le même. Donc, c'est déjà de dire finalement de quel jeune parle-t-on, où en est-il dans ses démarches. Voilà, il y a quand même un vrai point de base, c'est de dire où il en est, quels sont ses besoins, etc. Un premier point, c'est de se dire que ça va être une des premières fois, souvent dans son processus de choix, qu'il va devoir se positionner de façon individuelle et non pas que de façon collective. Donc, il va devoir apprendre à faire des choix sur la base de ce qui le concerne. Une psychologue clinicienne nous disait que c'était vraiment rentrer dans un temps pour développer de nouvelles capacités d'apprentissage et de raisonnement. Donc, on entend bien ce pas de côté, de dire que par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, on va aller chercher l'individu. Voilà. Donc, il va rentrer dans un processus, et merci Jules encore une fois pour ce que les Anglais disaient, hein, vraiment on parle de processus, de démarche, de quête, où il va devoir unifier les différents aspects de sa vie. Il est jeune, il est élève, il est joueur de foot, il est plein de choses, et il est tout ça. Voilà. Et il va devoir commencer à unifier ça à son rythme pour
et les confronter finalement à une quête de sens, à une quête de réussite, à une quête de plein de choses qui l'entourent. Voilà. Et tout ça, eh bien, c'est nouveau, ça fait peur et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà. Donc, la première chose, c'est vraiment ça, et c'est là qu'on va voir l'importance du collectif, de la communauté éducative, des éclaireurs, voilà, dont font bien évidemment partie les mentors de façon extrêmement forte. Donc, l'enjeu pour le jeune, ça va être d'initier une démarche coordonnée, avec des règles du jeu, avec un objectif, avec tout ça, pour mener une réflexion profonde et constructive. C'est pour ça que l'orientation ne commence pas en terminale devant Parcoursup. Okay, et ça, c'est hyper important de le dire. Je pense que tous ceux qui sommes là, on en a bien conscience, notamment cette notion d'anticipation. D'accord ? On est bien dans un processus, on n'est pas dans une histoire de décision. D'accord ? On n'est pas en train de montrer juste une direction, on est en train d'apprendre à faire des choix. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de l'orientation, une dynamique de vie, mais c'est véritablement vrai et il faut le commencer tôt. Avec un fort enjeu, on n'est pas les meilleurs en France là-dessus, hein, c'est sur la capacité à travailler l'estime de soi. Et l'estime de soi, notamment, c'est la capacité à se projeter, d'accord, à se dire, moi, Alix, 14 ans, je peux le faire. Et je peux le faire en tant qu'individu, d'accord. Donc, comment est-ce qu'on va permettre à un jeune d'aborder cette démarche, encore une fois, avec des objectifs précis, etc., en fonction de là où il en est, de son âge, en se disant, j'ai de la valeur et des compétences. Voilà. Et ça, c'est vraiment un enjeu très fort d'aller chercher la personne, d'aller chercher la dignité humaine, d'accord. On est vraiment en train de parler d'une aventure humaine. Et derrière, on va aider le jeune à son rythme, avec ce qu'il a, à faire un pas de côté. Et ça, c'est encore très difficile. Et on va voir aussi comment on peut tous le faire, comment on le fait tous, je pense d'ailleurs, dans l'accompagnement. Aider le jeune à faire ce pas de côté parce qu'il va bien évidemment déjà devoir se dévoiler un peu. Ensuite, explorer. Et explorer, c'est se dévoiler un petit peu parce qu'on ne se cache pas derrière un groupe de 20 personnes. Mais il y a un moment, si on veut qu'il fasse des choix pour lui, il va falloir qu'il se dévoile lui. Voilà. Ça, c'est nouveau. Et ça, on le fait très peu d'ailleurs en primaire, etc. On reviendra peut-être sur l'âge, etc. Mais, donc, c'est tout un processus. Et pour aider cela, eh bien évidemment, il faut un collectif à côté pour l'entourer. De la même façon, s'entourer quand on est ado, ce n'est pas forcément… on va s'entourer de certaines personnes, probablement des pairs, mais pas de tout le monde. Et j'aimais encore une fois beaucoup, Jules, ce que tu disais sur le fait de faire venir des professionnels, etc. C'est parce qu'on est bien en train de parler de ça. Quand on s'entoure, il va vraiment falloir que le jeune puisse identifier, alors nous, ce qu'on appelle sa communauté de confiance, mais pour avancer plus fort, pour avoir plus d'idées, pour travailler l'estime de soi, etc. etc. Voilà. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que voilà, le jeune, il a tout ça, ça bouillonne, il y a 1000 choses, encore une fois, en fonction de son âge. L'important, ça va être sa communauté. On est un peu dans un triptyque imparfait, ok, mais il faut le créer et pour lancer un processus qui doit être durable, qui doit permettre aux jeunes de s'unifier pour faire des choix cohérents avec ce qu'il est. Absolument. Et justement, dans cette connaissance de soi, moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi de ton discours, c'est-à-dire comment il est important et encore plus important en tant que jeune d'apprendre à se connaître pour mieux s'orienter. Mais concrètement, comment est-ce qu'un jeune découvre ce qu'il a envie de faire? Et moi, voilà, c'est comment est-ce qu'on a déjà du mal à le faire adulte? Comment on le fait? Comment est-ce qu'un jeune découvre ce qu'il a envie de faire et comment est-ce qu'on l'accompagne, nous, à se découvrir lui-même? Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est déjà de se dire que… Non, mais merci pour la question. C'est déjà de se dire que la connaissance de soi, c'est quand même pas très sexy. Hein. Quand on a 15 ans, honnêtement, à part aller faire quelques questionnaires, ce sera plus pour la gente féminine, etc. Bon, c'est pas… voilà, donc c'est de se dire à quoi ça sert de se connaître. On va pas se connaître pour se regarder le nombril. Okay, c'est de se dire, c'est important que je me connaisse pour quelque chose. Voilà. La première chose, c'est de se dire que si tu te connais, c'est déjà… Ben voilà, on est encore dans une démarche individuelle. Donc, si on veut individualiser le process de choix, eh bien, il faut qu'on parte de toi. Et personne d'autre que toi peut bien parler de toi. C'est-à-dire que tu peux t'entourer. C'est aussi pour ça qu'on a créé cette approche à 360 degrés avec Pitango, hein,
le fait que les autres puissent t'alimenter ton vocabulaire personnel, travailler l'estime de soi. Donc, commencer à parler de soi parce que je pense que tous ceux qui accompagnent des jeunes, très souvent, on a des jeunes qui arrivent et qui nous disent bah, « je suis drôle, je suis sympa », voilà, quelques petites choses. C'est bien, mais c'est hyper court pour les accompagner. Voilà. Donc, si jamais un jeune n'arrive pas à bien s'exprimer, on va passer à côté de lui. Et ça, c'est sa responsabilité. D'accord ? Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que tu as à dire de toi? Quels sont tes désirs? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Je suis ta mère, je suis ta conseillère d'orientation, je suis X ou Y, un ami, un cousin, bref, tout ça, ton entraîneur de foot. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément, c'est de se dire, il faut que tu puisses me parler de toi. Et ensuite, ce processus de parler de soi, eh bien, il y aura des qualités, des compétences, des expériences, beaucoup de choses qui vont ressortir, vont permettre de travailler de façon toujours bienveillante, bien évidemment, notamment sur ces âges-là, mais l'estime de soi. D'accord ? Donc, la première chose, c'est vraiment de dire, si tu veux être compris, si tu veux qu'on t'aide et tu as plein de personnes pour t'aider, eh bien, il faut que tu donnes cette matière première. Ça. Donc, concrètement, comment est-ce qu'un jeune peut rentrer dans cette dynamique ? Eh bien, je pense que la plupart apportent des programmes aussi qui peuvent être proposés dans les établissements scolaires. Les établissements scolaires, là, on va chercher l'élève, d'accord ? Mais il y a énormément de possibilités dans le dialogue déjà qu'on peut avoir avec ses parents, dans la diversité, la multiplicité des échanges qu'on pourra avoir avec toutes les personnes qui nous entourent. C'est vraiment là qu'on a un gros enjeu aujourd'hui de mobiliser cette communauté d'éclaireurs, hein, que nous sommes tous autour des jeunes, pour se centrer sur le jeune et l'aider à avoir un regard positif, un regard bienveillant et un regard qui lui dit tu es en cours de choix, dis-moi plus pour que je puisse t'aider à explorer, à mieux te raconter, etc. Voilà. Et deux mots sur la démarche de Pitango, qui était aussi celle-ci, hein, qui était de dire aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui font un super boulot autour des jeunes. Si un jeune ne sait pas se raconter, eh bien, en fait, on va avoir beaucoup de ratés, de rendez-vous manqués, parce qu'on n'a pas le temps, parce que pour plein de choses, ou parce que simplement le jeune ne comprendra pas pourquoi il est dans ce rendez-vous. Voilà, il n'arrivera pas à aller tirer le meilleur de ce rendez-vous. Eh bien, l'enjeu, c'est de mobiliser le jeune. Je pense que pour beaucoup, encore une fois, vous avez peut-être répondu à des appels à projets, vous êtes au contact des jeunes, c'est-à-dire comment je les mobilise vraiment. OK. Donc, l'enjeu, c'est pour ça qu'on a développé une application mobile, hein, c'est de se dire, on va aller dans ses usages. L'enjeu, une appli n'a jamais été, ou le digital n'a jamais été une fin en soi, c'est bien un moyen pour autre chose. Et donc, derrière, développer ce 360 degrés qui va permettre aux jeunes de s'entourer de sa communauté de confiance. Donc, les proches vont pouvoir dire comment ils voient le jeune sur la base des questionnaires qu'on utilise pour beaucoup, les centres d'intérêt, etc., etc. L'enjeu, c'est qu'ils puissent avoir du vocabulaire personnel. On a souvent des idées pour parler d'exemples précis pour les autres, mais pour soi, on est souvent beaucoup plus court. Voilà, donc c'est utiliser cette force-là, de donner des qualités, etc. C'est du digital, mais derrière, ça permet aussi de créer des contacts avec les proches. Et donc de travailler l'estime de soi, bien évidemment, parce que, bien évidemment, un père et une fille se voient probablement quotidiennement, mais c'est très rare finalement. On a peu d'occasions de dire de belles choses aux personnes qui nous entourent, notamment aux jeunes, par pudeur, par manque de temps, par plein de bonnes raisons. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser aussi ce dialogue, et notamment le dialogue en famille. Et encore une fois, là-dessus, Jules, je te rejoins 1000 fois sur l'engagement parental. C'est de se dire qu'il y a beaucoup de barrières à lever déjà au sein des structures familiales. Donc, comment est-ce que, dans la mesure du possible, on sait qu'il y a des familles, ce sera plus compliqué. Mais voilà, comment est-ce qu'on favorise le dialogue et l'expérimentation dans le cercle proche du jeune? Et moi, je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour ces jeunes, parce que je pense qu'en tant que mentor aussi, en tant qu'accompagnateur, on le vit. Comment ça se passe pour ces jeunes qui n'arrivent pas à faire de choix? Comment on les mobilise aussi dans les choix potentiels et on les remotive? Je pense que le point d'entrée, c'est déjà de permettre à un jeune de défantasmer le monde adulte, de défantasmer le monde professionnel, d'en faire une réalité
proche, finalement. Pour ça, c'est est-ce que moi, déjà, Alix, je suis qui j'ai autour de moi comme jeune, okay, et comment est-ce que je peux être disponible pour les jeunes qui m'entourent, d'accord? Est-ce que je sais parler de mon parcours? Je me suis pris 1000 portes, je continue à m'apprendre tous les jours, ok? Et heureusement, ça me fait grandir, d'accord? Même si ce n'est pas en général ce qu'on va raconter en premier, ok? Donc, comment est-ce qu'on se rend accessible et disponible pour les jeunes qui nous entourent? Ça, c'est une première chose. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du monde adulte. Donc, comment est-ce qu'on crée plus de ponts? Encore une fois, Jules, j'écoutais attentivement ce que tu disais tout à l'heure, de dire les universités vont dans des maisons de quartier pour parler aux parents de primaire. Formidable. Ok. Comment est-ce qu'on recrée du lien autour de ça? Donc, je pense qu'une des réponses à cela, c'est de dire encourageons un maximum les jeunes qui nous entourent à aller rencontrer une diversité phénoménale de parcours, de métiers, de tout ce qui compose ces repères dont tu parlais, Jules. Et oui, j'ai fait beaucoup de vidéos sur quels ont été vos éléments déclics. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont fait ça et on apprend énormément de choses. Et là-dedans, on a une diversité phénoménale d'expériences. De l'infirmière qui a soigné ma mère, du film Titanic, du joueur de guitare de petite section, d'une conférence, d'un mot de ma grand-mère. Voilà, il y a 1000 exemples. D'accord? Je ne sais pas qui va toucher le cœur d'un jeune, ni qui, ni quand, ni pourquoi, ni comment. On n'en a aucune idée, on ne le maîtrise pas du tout. Ce qu'on peut faire, c'est préparer un jeune à être ouvert, à savoir se raconter, à saisir des opportunités et faire en sorte que cette communauté autour puisse favoriser le nombre d'opportunités, les rencontres, etc., la qualité du dialogue pour favoriser ce genre de déclic. Voilà. Aujourd'hui, sinon, par rapport à un jeune qui ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est vraiment inciter une dynamique, une mise en mouvement en disant, mais tu as vraiment de super choses à apporter. Déjà, premier point. Comment tu le raccordes bien évidemment à ton objectif? J'ai 14 ans, mes choix sont plus ou moins lointains. Soit j'ai un stage, soit voilà, quel est mon objectif? Il faut bien le raccorder pour que ça ait du sens à mon objectif à moi. D'accord? Pas un programme théorique. Quel est mon objectif à moi? Je suis en réorientation, on est en janvier, j'ai Parcoursup à remplir et je quitte mon BTS parce que donc BTS compta, ce n'était pas mon truc. Et ben, mon objectif, il est un peu plus court terme. Voilà. Donc, redonner du sens à la démarche précise du jeune et de toujours entourer pour que ce soit durable. Absolument. Et plus tôt on en parle, le mieux c'est. Non, on le voyait aussi, Jules, tu me disais, il faut commencer dès le primaire à parler des sujets d'orientation et comment en fait on n'en fait pas. L'orientation, c'est pas un processus fini et comment est-ce que voilà, dès le plus jeune âge, on commence à identifier les envies des jeunes, j'imagine, comment on canalise aussi la curiosité, l'envie d'apprendre pour aussi construire des avenirs, comme on le disait, éclairés. Moi, j'aime bien éclairer, c'est le mot. Et donc, justement, à ce niveau-là, donc on s'y prend tôt. Comment est-ce qu'on aide aussi le jeune dans la gestion un peu des influences croisées des parents, de la famille, des amis, des enseignants? Comment, et là, peut-être on passe un peu plus sur l'aspect de ce cercle d'éclaireurs, justement, en tant que parents et enfants, comment on peut être de bons conseils sans être intrusif, comment écouter et faire entendre aussi les choix des jeunes dans un contexte familial qui parfois est plus ou moins démuni face à l'orientation. Bah, c'est plus on commence tôt, plus il y aura du dialogue, plus ces repères dont parlait Jules précédemment vont être identifiés. D'accord. Plus j'ai l'habitude à table de parler avec mes parents, plus voilà, j'ai cette capacité à dialoguer et à écouter, plus derrière, je vais affiner mon esprit critique. Donc, il y a quand même vraiment, on ne parle pas d'un moment donné. Voilà. C'est plus on multiplie les expériences, plus je vais savoir dire, bah, tiens, ça j'ai bien aimé, ça je n'ai pas aimé. Plus on multiplie les expériences,
plus un enfant de 8 ans va être en capacité d'aller voir sa prof, de la regarder dans les yeux et de lui dire comment est-ce que vous êtes devenue maîtresse. Ok. Et on voit bien que c'est tout ça. Et je pense que probablement, simplement dans nos familles, on voit bien nos enfants où il y a plein de petites choses qu'il faut déjà apprendre à faire. Et dire, mais non, un adulte peut te regarder d'égal à égal. Parce que tu n'es pas juste quelqu'un qui est en apprentissage et qui n'est pas une personne en tant que telle. D'accord? Donc, c'est là où je pense que c'est extrêmement important. Et je fais un peu une petite digression, mais pour revenir sur la question précédente, mais parce qu'elle va aussi là-dedans, on parle beaucoup en ce moment des NEET, d'accord, des jeunes aussi invisibles, donc ceux qui sont en dehors de l'emploi, décrochage scolaire, etc., etc. Et moi, je travaille aussi avec une chercheuse, Claire Bernot-Caboche, qui a fait une thèse là-dessus, et qui nous disait que sur les 150 personnes, 150 jeunes qu'elle avait accompagnés, il y en avait 57% qui disaient « je suis inutile ». C'est dramatique, c'est dramatique. 57% qui se disent « je suis inutile ». C'est-à-dire qu'on peut le penser, mais même de là à mettre des mots là-dessus, ça montre vraiment une détresse immense. Donc, je pense que ça nous appelle vraiment. Et donc, de ces 57% qui m'avaient vraiment marqué, j'ai travaillé en Angola dans des bidonvilles, donc je faisais appel à un éducateur chevronné et je lui dis « mais on répond comment à ce 57% qui m'avait vraiment marqué ?» Il me disait eh bien, c'est un process notamment où il faut travailler l'estime de soi. L'estime de soi, ça va être vraiment cette notion de petite réussite. D'accord? J'appelle un jeune, il décroche, voilà, on fait des petites choses, on joue ensemble, voilà. Et il y avait vraiment cette notion de petite réussite. Et ces petites réussites, c'est des choses qu'on peut faire parce qu'elles vont toucher vraiment la dignité personnelle, encore une fois. Ce sont vraiment des choses qu'on peut faire très petits avec nos enfants jeunes. Nos enfants, quand je dis nos enfants, c'est le voisin, si je suis dans une école, voilà, l'élève, c'est vraiment tous les jeunes qui m'entourent. Moi-même, j'ai le pouvoir d'agir sur le parcours d'un jeune. Je ne sais pas si je vais le toucher, peu importe, ce n'est même pas la question. On n'est pas en train de parler de moi, on est en train de parler du jeune. Par contre, c'est vraiment cette dynamique collective qui va faire qu'on va permettre aux jeunes de rentrer dans, évoqué Jules tout à l'heure, ce process de décision. Voilà. Et on ne va pas le commencer en première parce que voilà, on va le commencer plus tôt et plus on le fait tôt, plus ce sera naturel. Et donc plus par rapport à j'ai peur d'influencer mon enfant parce que ça on l'entend énormément, c'est de dire bah ouais, mais soit vous faites rien, auquel cas il ne se passera rien, c'est sûr que vous ne l'influencerez pas, mais il a besoin de vous, soit vous en discutez. Et puis, plus il y a de discussion, plus vous préparez votre jeune, plus on va lever les barrières et les vrais freins. Voilà, et ça, on en avait, je pense, 1000 exemples tous d'une mère qui avait ses freins, qui avait peur que sa fille fasse ça, ou que, voilà, plus elles auront l'occasion d'en parler, plus ce sera levé. Et ensuite, plus on va aller dans cette notion de regard croisé, qui est extrêmement importante, avec un mentor, avec un prof, avec son entraîneur, avec X et Y, plus on va permettre aux jeunes de travailler son esprit critique. Absolument. Et là, peut-être, je me tourne vers tous les deux pour vous poser une question qui est assez, bon, qui moi aussi me touche, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire comment est-ce que, et là, tant individuellement comme de manière, le système lui-même, il est pas construit aujourd'hui pour accepter le droit à l'erreur, ou en tout cas pour, voilà, on a du mal parfois à remonter certains choix qu'on a fait malgré nous. Comment est-ce qu'on aide les jeunes à s'autoriser aussi ces ratés, entre guillemets, ou c'est pas des ratés, au contraire, c'est justement, comme tu le disais, Alix, des choses qui nous font avancer, qui nous aident à comprendre ce qui nous plaît pas. Mais en tout cas, comment on ne sait pas de quoi demain va être fait, comment est-ce qu'on vit aussi avec cette incertitude qui peut amener justement à des erreurs ou pas, mais comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on navigue dans ce système-là où en fait on a des modèles de réussite différents. Je vais faire une réponse très simple. Il faut répéter. Il faut répéter, répéter, répéter. Vous avez le droit à l'erreur. C'est vraiment un message important. En réalité, quand on discute avec des jeunes de 22, 23, 24 ans qui ont fini par trouver un parcours qui leur convienne mieux, ils assument tout à fait de s'être trompés plusieurs fois précédemment et ils disent en fait, a posteriori, c'est pas grave, puisque ça m'a permis, in fine, de savoir ce que je voulais pas faire et par élimination aussi et par
tentatives diverses de trouver quelque chose qui me convient. Je ne sais pas, Alix, si tu veux. Oui, non, mais je partage. Je dirais aussi qu'il faut témoigner. Hein. Oui. Encore une fois, on est en train de parler de relations humaines. Il ne faut pas que je fantasme la vie de mon père. Parce que mon père m'a déjà dit qu'il s'était planté et que ça n'avait pas été dramatique et que ça avait peut-être été difficile à accepter, mais ça avait fait partie du processus de choix et de son processus de choix. Je donnerai juste une anecdote dans des accompagnements et ce que je propose de faire soit en collectif ou en individuel, c'est pour la prochaine fois, vous me trouvez le parcours d'une personne que vous aimez bien, que vous admirez, connue, pas connue. On a énormément, quand ils en parlent la fois d'après, de famille, cousins. Les cousins ont un rôle énorme. Moi, je suis scotchée par le pouvoir des cousins. Souvent, la vie soit des parents ou quelqu'un de la famille où il dit il voulait être gendarme, il a raté et en fait, il a fait autre chose, mais c'était bien. Et on a énormément de parcours qui sont des parcours de vie normaux, hein, de vous et moi, rien d'extraordinaire, et où il y a c'était pas exactement ce qu'il voulait faire, mais par contre, la personne a su rebondir. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration de ça. Donc, on va pas mettre de l'admiration forcément sur ce sujet, mais c'est dire comment est-ce que je témoigne. Et c'est aussi, entre autres, pour ça, moi, que j'avais écrit ce livre, c'est de se dire, ce qui est important, c'est la confiance. Est-ce que je suis authentique? Est-ce que ce que je retransmets, les jeunes, ils cherchent ça aujourd'hui. Hein. Je pense que vous le vivez tous dans ce que vous vivez avec les jeunes. Ils veulent de l'authentique. On peut parler beaucoup aux réseaux sociaux, etc., etc. Il y a beaucoup de témoignages, mais on a besoin d'authentique. Voilà. Et tout le monde détecte si on est authentique ou si on ne l'est pas. Voilà. Donc, comment est-ce que chacun de nous, éducateurs, proches des jeunes, communauté d'éclaireurs, comment est-ce qu'on prépare aussi notre témoignage pour faire avec ce qu'on est? Je prends le relais 2 minutes pour compléter aussi en écho à l'intervention d'Alix. Et merci beaucoup, Alix. C'était vraiment très, très, très intéressant pour moi, y compris pour le public, j'en suis certain. Moi, je voulais revenir sur un truc, sur la connaissance de soi. Il y a évidemment toute la partie un peu introspection, tout l'accompagnement qu'on peut avoir. Il y a cette partie savoir se dévoiler, savoir se présenter. Et on disait à un moment donné, oui, mais comment aussi on prend de la distance par rapport à l'influence de l'entourage, c'est-à-dire en faire une force positive plutôt que quelque chose de subi. Et là, je vais faire le sociologue de service, mais pour le coup, il y a le laboratoire pour lequel je travaillais avant, le CADIS à Bordeaux, avait un procédé qu'ils appellent l'intervention sociologique. C'est-à-dire des petits ateliers de 2-3 heures avec des groupes d'élèves où on leur explique tout simplement comment ça marche aussi les processus d'influence sociale, de mimétisme, de reproduction, et comment, en les aidant à comprendre la façon dont ils sont pris dans des choses qui les dépassent et qui peuvent les amener à faire des choix qui ne soient pas eux-mêmes, comment on peut leur apprendre à se distancier aussi un petit peu par rapport à ça et à le relativiser, à en faire une force. Sur aussi cette idée des communautés d'éclaireurs, je pense que c'est effectivement absolument fondamental. Et tu évoquais le digital et ses limites. Bon, là, ce serait très maladroit de ma part de ne pas citer Job IRL, qui est entre autres donc une plateforme nationale qui propose aux jeunes gratuitement de prendre contact avec des pros de tout métier. Il y a plus de 7000 pros inscrits bénévoles qui répondent en fait aux questions des jeunes sur leur parcours justement. Et on voit beaucoup, on observe beaucoup dans les retours d'expérience que c'est très souvent les jeunes sont contents de voir aussi qu'il y a eu justement des échecs, que la personne s'est trompée plusieurs fois, que peut-être elle a accepté de faire pendant un an une mission qui n'était pas exactement, voilà, et comment aussi ça fait partie de la construction du parcours, et le fait de pouvoir dialoguer avec des gens qui sont de l'autre côté, une fois qu'on a un peu dépassé voilà, les pérégrinations, les doutes et les hésitations, je pense que voilà, ça permet d'avoir une projection rassurante pour le jeune. Et je fais un petit aparté sur comment il y a un mot dont on parle moins là aujourd'hui, c'est l'envie. Comment donner aussi envie aux jeunes de s'engager dans son propre parcours d'orientation.
comment lui donner envie de se poser plus de questions, d'aller prendre contact avec des gens, enfin, on pourrait parler des liens forts et des liens faibles aussi, hein, tu vois, puisque les liens forts, ça va être plus la confiance en soi, l'estime de soi avec la famille, les proches, et les liens faibles, les gens qu'on va pouvoir contacter pour se renseigner justement sur des parcours, des opportunités, et voir leur demander un stage ou un coup de main pour un emploi ou autre. Et simplement là-dessus, la clé des Anglais qui m'avait, moi à l'époque, alors vraiment totalement surpris, c'était le ludique. C'est-à-dire, on va jouer. On ne va pas simplement discuter sérieusement, faire passer des informations, etc. etc. Je donne un exemple concret. Une des pratiques très importantes en Angleterre, c'est les séjours d'immersion à l'université, qui durent 4-5 jours hein, quand même, voire plus, et où les jeunes sont y compris hébergés sur place en CTU. Ça se passe en général l'été, donc c'est des summer schools, mais c'est des summer schools alors, à partir de la 6e, 5e, hein, ils font ça, où ils se retrouvent par groupe de 50 jeunes avec de la mixité sociale dedans, de la mixité territoriale, et ils vivent une espèce de colonie de vacances à l'université, entourés d'étudiants, un peu des profs, mais surtout beaucoup des étudiants, et puis beaucoup d'intervenants du territoire qui viennent à l'université pendant ce séjour pour parler des métiers, des parcours possibles sur le territoire et ainsi de suite. Et c'est inévitable de ne pas dire l'anecdote parce que vraiment c'est très très fort. Quand j'assiste là-bas en 2010-2011 à ces summer schools, je me retrouve à un moment donné avec un universitaire qui dans l'amphi, qui va se mettre face à 60 collégiens pour leur parler des études supérieures et qui arrive avec un nez de clown et déguisé et qui les fait marrer, quoi. Et qui, en fait, à force de ludique, va arriver à faire passer des informations hyper concrètes, hyper intéressantes, hyper importantes, parce qu'il s'est aussi mis à un niveau d'interaction ludique et pas seulement d'interaction verticale. Donc, c'est aussi le ludique, la clé de cette horizontalité où on reconnaît l'autre en tant que personne à part entière. C'est aussi ne pas dire « moi, je suis au-dessus avec mes informations et tout ça ». Et quand on a adapté, parce qu'on a fait une expérimentation à Cergy pendant plusieurs années, une summer school, même si elle se passait l'hiver, une winter school. Et quand on expliquait aux universitaires qu'il allait falloir présenter de façon un peu ludique leur discipline et ainsi de suite, bah, on butait aussi sur la culture là, de l'universitaire français quand même, hein, qui reste bien vertical, bien au-dessus, bon, avec la voix grave, et puis qui dit, bon, je peux baisser un peu mon niveau académique pour les jeunes, mais pas trop quand même. Et nous, on leur dit, non, mais il faut faire le clown. Soyez fous, enfin, jetez des t-shirts, faites un concours, faites quelque chose, quoi. Bon. Et donc, on avait à la sortie des évaluations qui montraient que les élèves avaient appris des choses et découvert des choses là où les universitaires avaient réussi à être ludiques et qu'au contraire, ils s'étaient ennuyés. Et comme ils s'étaient ennuyés, les informations n'étaient pas passées pendant les interventions plus verticales, plus classiques, quoi. Voilà, c'était des petits éléments. Et je souligne au passage, je continue de faire la pub, qu'au-delà de Job IRL, voilà, la FEV a expérimenté aussi une intervention en maison de quartier, il faut le savoir. C'est-à-dire que la FEV a réussi à faire venir le président de l'université de Grenoble dans le quartier c'est Mistral, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, le quartier difficile à Grenoble. Un vendredi soir, ils l'ont fait plusieurs fois et ils ont rencontré des parents d'enfants de l'école primaire du quartier. Voilà. Donc, on peut faire des choses et ça marche. Et justement, à ce niveau-là, puisqu'on est je pense que les assos aussi qui nous écoutent sont à la recherche d'exemples inspirants, Alix et Jules, et même là, j'ouvre le temps de questions, réponses, commentaires, interventions. Allez-y pour ceux qui souhaitent aussi témoigner. Quels sont comment est-ce qu'on peut en fait créer du lien entre justement comment on ouvre les écoles, les entreprises, comment on crée du lien au sein des quartiers et comment les associations, je pense, ont un rôle essentiel avec la connaissance de soi à travers les mentors, mais au-delà aussi et en proposant des actions complémentaires pour découvrir les métiers, pour motiver, pour casser des barrières. Voilà, là, peut-être je vous écoute si vous avez des conseils, encore plus de conseils ou de dynamique. Peut-être Alix ou Jules, si vous voulez prendre la parole, et après, je passe la parole à Margot, notamment, qui a levé la main. Peut-être que sur ce point-là, c'est toujours cette notion engagée, la notion de regard croisé. Si on intervient dans un établissement, en tout cas si les professeurs, si on propose un dispositif aux établissements, ou je pense à des missions locales ou autres associations, c'est toujours engager le jeune dans ce processus et qui permet donc de travailler l'estime de soi, la connaissance de soi et très vite explorer.
Et dans l'exploration, c'est-à-dire que sur la base des désirs, on parlait d'envie, mais des désirs des jeunes, je ne sais pas, mettons la compta ou quel que soit, voilà, à aider les jeunes à s'exprimer. Et dans un groupe classe, par exemple, c'est de se dire, dans le groupe classe, potentiellement, il y a 30 élèves, donc peut-être 60 par an, donc potentiellement 60 professionnels, plus tous ceux que l'école a déjà autour, en réseau de stages et autres, qu'on peut déjà faire intervenir. Donc, c'est de se dire aussi, déjà, avant d'aller chercher trop loin, si jamais ils n'ont pas encore des dispositifs ou des associations qui arrivent avec d'autres ressources qui sont essentielles, c'est de se dire déjà, il y a pas mal de choses à optimiser au sein de ce qui est fait. Très souvent, on voit bien qu'il y a des professeurs qui amènent, qui font ces journées de rencontres avec des professionnels, etc. Donc, c'est toujours cette notion aussi de lisibilité des dispositifs et de continuité pour donner du sens au choix des jeunes. On relève rapidement, Vas-y, Jules. sauf s'il y a des interventions, évidemment, hein, puisque l'idée, c'est aussi que le public puisse participer. Je vais juste insister sur un point. En France, c'est absolument décisif, cette question de l'interaction avec les entreprises, avec l'université, avec tout ce qui se trouve à l'extérieur de l'école, puisqu'on a une école par définition sanctuarisée, et que historiquement, c'est une école qui se veut fermée au monde extérieur pour protéger les élèves des influences extérieures et les préserver dans une dynamique académique stricto sensu. Donc, c'est d'autant plus difficile en France de le faire que, culturellement, on est un peu en inertie inverse sur ce sujet-là. Moi, je voulais juste concrètement donner deux pistes. En repartant, comme dit Alix, effectivement, je pense de l'environnement immédiat et de tout ce qui n'est pas déjà assez potentialisé localement autour de l'établissement scolaire. Bon, il y a tout ce qu'on a déjà un petit peu dit sur le rapport aux parents et tout ça. Sans faire coup de pub, mais pour le coup, ça fait écho, mais on peut faire des communautés digitales d'établissements. Donc, on développe ça chez JobIRL actuellement, c'est-à-dire faire s'inscrire sur la communauté fermée digitale d'établissement, c'est-à-dire que les élèves se connectent et retrouvent en fait la communauté de l'établissement, comme un groupe fermé sur Facebook. Et ils vont pouvoir identifier qui est personne ressource. Vous allez avoir évidemment les profs et les élèves, mais vous allez avoir aussi des parents d'élèves qui peuvent s'inscrire, vous allez avoir les professionnels du territoire et des entreprises partenaires qui peuvent aussi s'inscrire et dire moi je suis prêt à interagir avec les jeunes qui habitent à côté de chez moi pour les renseigner sur mon métier, etc. etc. Voilà, donc il y a cette partie digitale. Et justement, sur comment on rapproche ces univers et on crée des connexions, bon, les Anglais, ils vous disent simplement, c'est simple, il faut faire des visites à double sens tout le temps. Que ce soit pour l'université, les entreprises, il faut qu'il y ait sans arrêt des jeunes qui aillent au dehors et sans arrêt le dehors qui viennent au dedans. Et ça, c'est juste un principe global. Après, il y a plein de façons de faire. Sans rentrer dans le détail, je vais en citer juste une, puisqu'elle est simple. Ça s'appelle le shadowing, pour le coup, désolé pour l'anglicisme de nouveau, mais le shadowing, c'est vraiment suivre une personne comme son ombre. Voilà. Donc, les Anglais, ils font des shadowing d'une journée, soit en université, soit en entreprise. Donc, ce n'est pas un stage, hein. C'est un peu une journée d'observation professionnelle en entreprise, où un pro accepte simplement d'avoir un jeune qui le suit comme son ombre, shadow, pendant une journée et qui va simplement s'imbiber, s'imprégner du contenu de ces journées. Donc, ça peut être déjà des pistes intéressantes, mais je serais très preneur s'il y a des gens dans le public qui veulent nous donner des pistes aussi. Je crois qu'il y avait donc Margot qui a levé la parole. Je ne sais pas si vous souhaitez toujours intervenir. Et sinon, je crois qu'il y a Solène qui souhaite partager son expérience sur sa collaboration avec les universités et la région. Et après, je te laisse la parole, Pauline, puisque tu as jeté un œil au chat et tu pourras nous dire s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Alors, bonjour à tous. Je suis donc mentor d'un jeune homme dans le cadre de la réussite connectée de l'association Chemin d'Avenir. Je remercie à nouveau Chemin d'Avenir de proposer ce temps de réflexion autour de l'orientation. Il se trouve qu'avant d'être toute jeune retraitée, j'ai été conseillère d'orientation pendant une dizaine d'années. Et je suis extrêmement sensible à l'apport qui a été effectué par Alix de Kilac. C'est comme si j'aurais souhaité la rencontrer il y a une quinzaine d'années et vraiment travailler à partir de cette… J'étais conseillère d'éducation avant d'être conseillère d'orientation.
ça explique sans doute que la question de l'authenticité, du recueil finalement des trajets de vie, de parcours en fonction de quelle que soit l'origine sociale, que tout ça c'est autant de richesse. Et quand sonne, si je puis m'exprimer ainsi, l'heure de l'orientation, souvent on s'aperçoit que à ne pas avoir été vigilant à tout ce qui constitue les richesses de l'expression des élèves, des jeunes et notamment des élèves, eh ben, on se trouve dans un canal réduit. C'est-à-dire, on sait que en gros, les jeunes qui seront débrouillards parce que soutenus, parce que ceci, n'auront pas tellement de mal à ouvrir leur horizon. Et pour certains, la question va se poser autrement. Pour avoir vraiment été dans ce milieu-là, je me rends compte à quel point la dimension que Alix apporte, et à la faveur de cette association Pitango, d'ailleurs que je vais regarder de près, c'est vraiment partir de cette expression, en tout cas susciter l'expression de... Bon, je trouvais ça très intéressant. Sur la question parce que je l'ai mis dans la discussion, le levier entre le mentorat et cette dimension de l'orientation, moi je trouve que c'est vraiment très riche aussi parce que précisément dans la relation de confiance qu'on établit avec le mentoré, il y a plein d'éléments qui constituent justement ce tissage d'envie, de désir, certains qu'on laisse tomber parce qu'on s'autocensure, etc. Que pour moi, le lien, effectivement, entre le mentorat, peut-être de Chemin d'avenir et sûrement d'autres aussi, peut amener quelque chose d'intéressant par rapport à la dimension de l'orientation. Voilà, comme une culture, comme un recueil favorable à la... Tu as parlé, Alix, de l'estime de soi, je trouve que c'est fondamental aussi, et que celle-ci, elle se construit aussi par l'attention que l'on porte. J'ai été sensible aux 360 degrés que je ne connais pas, que vous allez voir. Voilà, donc c'est ça, je voulais témoigner. Un grand merci aussi pour la richesse de ces apports théoriques et pragmatiques. Merci beaucoup, Margot. Je me permets de reprendre le relais sur la partie des questions. Alix, je me retourne vers vous. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce que vient de dire Margot ou, Juste un mot déjà, rapidement. merci parce que merci, mais je vais vous laisser la parole. Un point, parce que c'est quelque chose aussi qui ressort un peu de ça et dont je n'ai pas forcément parlé, mais il y a un point qui est essentiel dans les formations d'éducateurs qu'on entend finalement peu et beaucoup, c'est de se dire comment est-ce qu'on insuffle aussi la confiance dans la continuité éducative. Donc, comment est-ce que moi, je peux être, ça fait notamment partie du livre que j'ai écrit, mais c'est de se dire comment moi, que je sois parent, orthophoniste, bref, de cette communauté éducative du jeune, comment est-ce que je vais insuffler la confiance parce qu'on sait, c'est bien une notion de relais. On a bien vu que l'orientation d'un jeune, on est centré sur le jeune, mais il y a toute cette communauté éducative qui doit se faire confiance parce que sinon, ça se ressent auprès du jeune. Et si on n'est pas capable de repasser la balle au bon moment à la bonne personne, ben, on va peut-être avoir des occasions ratées. Donc, voilà, je voulais juste reparler de cette confiance essentielle aussi au sein de la communauté éducative. Mais merci Margot pour votre témoignage. Merci Alix. Du coup, je vais passer la parole à Solène de la Fève pour nous partager un petit peu peut-être son expérience par rapport à son territoire et le lien des associations, du rôle de l'association par rapport aux enjeux d'orientation entre les familles qui sont éloignées et les universités. Donc, Solène, je te laisse prendre le relais. Oui, merci. Effectivement, je suis salariée de la FEV sur la région Occitanie. Je vous remercie également pour vos apports qui donnent beaucoup de perspectives, je trouve, à notre travail et qui leur donnent un contexte institutionnel, les inscrivent dans un cadre. Je voulais aussi remercier Jules d'avoir évoqué l'impact du mentorat étudiant parce qu'on ne prend pas toujours ce recul sur l'impact des actions que l'on porte et donc c'est intéressant. Effectivement, nous, à la FEV Occitanie et plus spécifiquement sur l'Académie de Toulouse, on est partenaire de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. C'est un ensemble d'établissements d'enseignement supérieur et on est partenaire justement pour
travailler avec les universités sur le fait d'apporter de l'information aux familles les plus éloignées de l'enfance. Solène, je vous ai perdu Ouais. la voix, je sais que moi ou... Non, Solène? Non, j'ai perdu aussi. Ouais, moi aussi. Solène, est-ce que tu nous entends? Je pense qu'elle a un problème de connexion. Ouais. Et du coup, Ah, Solène, vous nous entendez? ouais, moi, je vous Oui, entends. on vous a perdu 30 secondes. D'accord. Académie de Toulouse. Oui. Vous m'avez perdu là. OK. J'ai dit des choses importantes dans ces 30 secondes. Effectivement, on est partenaire dans le cadre d'un PIA avec l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées, donc sur l'Académie de Toulouse, un ensemble d'établissements d'enseignement supérieur. On est partenaire pour porter avec les universités des informations aux familles les plus éloignées de l'enseignement supérieur et spécifiquement celles qui résident dans les quartiers populaires. C'est un projet sur 10 ans, donc on en est au début, mais un peu comme ce qui était présenté sur Grenoble, l'idée c'est d'aller vers ces familles dans les quartiers grâce à des dispositifs d'aller vers. Donc nous, on a des dispositifs mobiles, en particulier sur Albi ou encore sur Toulouse. Et l'idée, c'est d'inviter les universités. Donc j'espère qu'un jour, on pourra avoir un président d'université en maison de quartier sur Toulouse. Déjà, ce serait formidable. Et voilà, c'est ça l'idée. Ce n'est pas évident pour plein de raisons parce que les personnels des universités n'ont pas forcément l'habitude d'aller vers ces publics, de s'adapter à leurs horaires. Voilà, donc ça prend du temps, mais je pense que c'est important et que, comme je vous le disais, nous, associations, pouvons aider l'éducation nationale, l'enseignement supérieur à aller vers ces familles et ces étudiants. Très bien, merci beaucoup Solène. Donc il y a Frédéric qui a demandé aussi la parole. Frédéric, je vous laisse poser votre question. Bonjour, c'était juste pour donner un témoignage. Comme Margot, je suis parrain dans l'association Chemin d'Avenir qui fait un travail absolument remarquable dans les lycées en région. Enfin, donc, dans les territoires qu'on appelle oubliés, où les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes. Et je voulais dire, mais je pense que je prêche à des convertis, que le mentorat, c'est absolument un enjeu fondamental dans nos sociétés. Effectivement, je pense que Jules a dit au début que les pouvoirs publics, enfin, qu'on est peut-être à un point de bascule. Je suis d'accord avec lui, je pense que ça prendra du temps. Donc, je pense que chaque citoyen a un rôle prépondérant à jouer. Et je voulais juste vous apporter peut-être, bon, parce que je parraine depuis longtemps, donc j'ai un filleul. L'intérêt de Chemin d'Avenir, c'est qu'on parraine sur une durée de plusieurs mois, tous les mois. Donc on a vraiment, on rentre en connaissance avec le jeune qui a entre 15 et 17 ans, et on a le temps de l'accompagner au mieux, aussi bien dans son orientation professionnelle que ça peut être aussi sur des choix de vie. Et il y a un point clé, je l'ai vu, j'ai fait un atelier avec Chemin d'Avenir lundi, ça consiste à aller dans un lycée en région et de rencontrer 2-3 jeunes pendant 1h30, enfin pendant 3 heures en collectif et ensuite en individuel pendant un peu plus d'1 heure. Et il y a un point clé, c'est que les jeunes n'ont absolument pas conscience, même à l'adolescence, de talent qu'ils ont, de force qu'ils ont. Alors il y en a qui ont cette conscience, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas. Et j'ai trouvé un truc pour les faire parler, c'est juste de leur faire raconter ce qu'ils ont fait dans leur vie, les 3 derniers mois, 6 derniers mois, et la dernière année, les 2 dernières années, et d'arriver à prendre de là-dedans des choses positives qu'ils ont faites, et notamment, quelqu'un a dit tout à l'heure que les jeunes se sentaient inutiles vis-à-vis des autres. En fait, on peut trouver en les faisant parler des choses utiles qu'ils ont faites. Voilà. Et donc, je pense que le point clé, c'est de vraiment être tourné vers la personne qu'on aide, de la faire beaucoup, beaucoup parler. Et en 1h30, ils ont réussi à sortir parce qu'ils devaient se présenter. Donc, en fait, chaque présentation durait 20 secondes. Ils disaient, voilà, je m'appelle Adrien, je suis lycéen à tel lycée et j'ai 16 ans. Voilà. Ils s'arrêtaient là. Et en fait, je les ai fait travailler sur ce qu'ils avaient d'autre à raconter pour se présenter. Et au bout d'1h30, donc on refaisait les présentations, et à chaque fois, et au bout d'1h30, chaque présentation durait 2 à 3 minutes, parce qu'ils garnissaient en fait leur panier. Et alors, on voyait les yeux qui s'ouvraient, les sourires, parce qu'ils disaient, bah oui, en fait, j'ai un truc à dire, j'ai fait des choses. Voilà, c'était juste mon petit témoignage, si ça peut vous aider dans vos missions respectives de mentorat. Je me permets de rebondir sur Frédéric simplement pour dire que si vous souhaitez, pareil, je vais reprêcher pour ma paroisse, mais parce que l'application est complètement gratuite. Donc, n'hésitez pas sur Pitango, parce que notamment, il y a tout ce que je pense que tout le monde travaille sur la valorisation des expériences personnelles.
mais simplement en téléchargeant l'appli et en le filant aux jeunes, chacun peut y aller, mais il y a plusieurs vidéos, il y a un prof, il y a un conseiller de mission locale, il y a un coach, il y a un aventurier, bref, il y a différentes personnes qui vont pouvoir aider les jeunes, éclairer un peu les jeunes et puis les aider à définir leurs objectifs, à valoriser leurs expériences personnelles. Voilà, et puis il y a cette notion de regard croisé. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui dans ce qui se dit, il y a vraiment des forts impacts sur l'estime de soi et sur la capacité à se raconter. Voilà, donc simplement si dans vos ateliers, en amont ou à un moment, ça peut être un soutien à votre intervention. Voilà. J'enchaîne très très vite. D'une part, pour saluer au passage Chemin d'Avenir et Salomé Berliou, parce que c'est vraiment une asso formidable qui a vraiment amené la question de la ruralité sur le terrain de l'égalité des chances, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez réussi de ce point de vue-là. Et ça m'amène juste à faire une remarque, c'est qu'on aurait pu évoquer à un moment donné aussi les variations des besoins d'aide à l'orientation des élèves en fonction des types de territoires. Et qu'effectivement, en territoire rural, on n'a pas tout à fait les mêmes besoins, ce ne sera pas tout à fait les mêmes bonnes pratiques pour élargir les possibles. Et voilà, il y a des choses à penser de ce point de vue-là. Et si je fais une remarque, alors moi je viens du rural, mais j'ai fait mon collège en QPV, donc je connais un peu les deux cultures. Et en fait, il y a un point commun assez formidable qu'on ait grandi dans une cité ou dans un village, c'est qu'on est habitué aux liens forts. On est habitué à connaître les gens. On est habitué à être dans un environnement rassurant, familier, etc. Et quand on regarde ce que font les jeunes ruraux, mais je pense que vous savez déjà un petit peu ces choses-là, c'est que les jeunes ruraux, ils vont très souvent renoncer à faire des études supérieures pour pouvoir rester sur leur territoire, ou bien ils vont en faire, mais en se sentant condamnés à ne pas revenir et à s'éloigner, puisqu'ils se retrouvent avec des diplômes qui ne correspondent pas à l'offre de métier locale. Voilà. Donc il y a tout un enjeu alors, pareil dans les cités en réalité, hein, on ne veut pas s'éloigner du quartier, des liens forts, de la famille, etc. Et ça, moi, les Anglais m'en avaient parlé d'emblée en 2010 en me disant, une des forces d'Embraer, c'est ils ont intégré la notion de cohérence territoriale dans l'aide à l'orientation. C'est-à-dire, il faut à la fois élargir les possibles au-delà de cette cohérence du territoire, mais il faut d'abord maximiser la visibilité de cette cohérence du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on va évidemment par les études, par les métiers, etc., mais on va expliciter quels sont les parcours possibles si vous souhaitez rester à très long terme sur votre territoire d'origine. Oui, il y a des métiers, oui, il y a des métiers de diplômés, oui, il y a des entreprises qui recrutent, oui, il y a, etc. Donc, on peut faire un choix. Si vous souhaitez privilégier votre projet de vie sur votre projet pro, voilà, c'est tout cet enjeu-là. Donc, il y a quelque chose à travailler de ce point de vue-là, de vachement spécifique, je pense, et sur la ruralité après, plus particulièrement, il y a tout l'enjeu du discours sur ça veut dire quoi faire des études supérieures aussi, puisque, bon, là, je parle d'études sup, mais ça pourrait correspondre à plein d'autres problématiques. C'est la question de la mobilité, c'est la question de l'autonomie financière, c'est la question de l'éloignement aussi, voilà. Et donc, tout à fait, cette idée qu'il faut vraiment, nous on voit quand on fait des ateliers, on en fait en ce moment dans les Alpes, enfin non, en Savoie et Haute-Savoie, dans des tout petits villages vraiment de montagne, et les jeunes, une des premières questions, c'est en fait, mais en fait, moi je ne pourrais jamais étudier, puisqu'il faudrait que je prenne un logement, il faudrait, enfin, que je prenne un boulot, donc je vais rater mes études si je fais ça, donc finalement je préfère rester là et faire un BTS au lycée, voilà. Et donc il y a tout un travail d'accompagnement très personnalisé qu'il faut impérativement faire pour tous les jeunes qui ont envie de se projeter en disant on va t'aider à te projeter, quitte à ce que tu ne fasses pas ce choix-là à la fin, mais au moins tu auras été au bout de la création d'une possibilité pour toi. Ça n'aura pas été une frustration du début à la fin, quoi. Voilà, donc c'était pour ajouter le fait qu'il y a des problématiques spécifiques en fonction des territoires et qu'il y a le périurbain aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et il faut garder aussi, je pense, ces choses-là en tête, quoi. Très bien, merci beaucoup Jules. Justement, j'ai une question de Télémac et je pense que tu as donné déjà des premiers éléments de réponse, donc c'est parfait. C'est plus sur une question de bonnes pratiques et peut-être d'outils que vous connaissez qui pourront leur être utiles aux associations présentes. Donc la question, je la pose un peu brute, mais donc quels sont les bons moyens pour éclairer les jeunes sur les opportunités du monde de demain, leur évoquer la réalité du monde du travail de façon appréhendable pour les jeunes. Et tu as déjà évoqué quelques éléments, mais voilà, est-ce qu'il y a des outils, des choses voilà,
concrètes qu'on peut donner en tout cas aux associations pour que voilà, pour que les jeunes puissent avoir après toutes les informations en main et mieux appréhender le demain. Je ne sais pas, Alix ou Ouais, Jules. moi, je dirais que sur les ressources, il y a deux ordres de ressources, hein. Il y a les ressources physiques. Donc, dans mon écosystème, qu'est-ce que je peux aller voir? Mon conseiller d'orientation, ma prof, mon voisin, des stages, voilà, des personnes que je peux rencontrer physiquement. Et ça, c'est très souvent, les jeunes font l'impasse parce que c'est beaucoup plus engageant de prendre son téléphone, de prendre rendez-vous, d'aller voir la personne. Et ça, les accompagnateurs ont un rôle essentiel dans le fait qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, de dire pour la prochaine fois ce que tu étais. Et la mobilisation des parents qui pourront dire est-ce que tu as été voir, est-ce que tu as été voir, est-ce que tu as été voir, bref, que ça se passe vraiment dans la vraie vie du jeune. Donc, ressources physiques où là, il y a quand même beaucoup de, quel que soit le territoire, globalement, il y a quand même, il y a les oncles, les tantes, voilà, déjà la famille, bref, il y a toujours des ressources à aller optimiser. Donc, première chose dans les ressources physiques, et il y a les ressources digitales, et là, Jules t'en parlait tout à l'heure, il y a Job IRL, il y a la plateforme Inspire, il y a quand même un paquet aujourd'hui de ressources digitales qui sont formidables parce que déjà gratuites. Comme beaucoup, il faut quand même aussi pouvoir proposer une continuité gratuite pour les jeunes pour que ça se fasse. L'ONICEP, bien évidemment, et toujours, donc il y a cette notion de fiche métier, un peu, je dirais, plus classique. Donc là, il faut organiser l'information pour qu'ils sachent aller chercher tel ou tel et que ça ait un sens et qu'ils ne se perdent pas. Voilà. Et puis, toujours proposer ces plateformes de mise en relation avec des pros, avec des étudiants, avec le mentorat. Mais on ne peut que encourager le mentorat qui peut se passer soit de façon digitale, soit de façon physique. Voilà. Donc, moi, je trouve que déjà rien qu'avec ça, si un jeune le fait vraiment, fantastique. Déjà, aller rencontrer 5-6 personnes, hein, il se passera déjà beaucoup de choses dans son cœur, dans sa vie, dans sa capacité à choisir. Je vais juste apporter pour le coup, puisque c'est en t'écoutant que je pensais à ça, mais un élément un peu d'évaluation scientifique sur les programmes d'égalité des chances. Donc, il y a eu une très très grosse évaluation d'Emhire qui a été finalisée il n'y a pas si longtemps que ça. Et finalement, ils se sont rendus compte, c'est très difficile à expliciter, à mesurer, mais en gros, que ce fameux déclic dont on parle un peu depuis le début, à un moment donné, voilà, on finit par avoir une rencontre, une expérience, une immersion, un vécu qui provoque un déclic qui fait qu'on arrive à s'engager de façon plus confiante dans son parcours, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il faut se donner comme ambition d'aide à l'orientation pour garantir d'arriver à ce déclic pour un maximum de jeunes possible en France? Les évaluations montrent que si un jeune participe à entre 6 et 7 activités, soit d'immersion à l'université ou en entreprise, soit d'une interaction vraiment interpersonnelle, de shadowing, d'une journée avec un pro. Enfin voilà, si on reprend un petit peu l'ensemble de ces actions, tout jeune qui participe à 6-7 activités, c'est là, disent les Anglais, qu'on atteint vraiment le moment optimum dans l'impact sur la confiance en soi dans le parcours d'orientation. Ça veut dire que la confiance en soi en orientation augmente faiblement au-delà de 8 activités. L'effet optimum, il est vraiment à 6-7. Et donc, les Anglais s'étaient dit, à partir de là, il faut qu'on garantisse à tous les jeunes du pays de pouvoir participer à au moins 6-7 activités d'interaction forte, d'immersion, de relations interpersonnelles fortes, mentorat inclus, et que, comme ça, on se donne une ambition à peu près rationnelle pour garantir quelque chose d'impossible à garantir et de très incertain et de très flou et un peu boîte noire, hein, ce fameux déclic, cette fameuse rencontre un peu clé. Et néanmoins, c'est un petit peu comme on disait, c'est-à-dire que plus on va faire ces actions, plus on va les personnaliser, plus on va apporter des expériences concrètes et nouvelles aux jeunes, et plus on se donne en tout cas de chance qu'à travers ces expériences, ils reconnaissent quelque chose qui fasse écho, et qu'en fait, ils se découvrent aussi eux-mêmes et ils se dévoilent, comme disait Alix au début. Merci Jules, ça sera le mot de la fin, puisqu'il est déjà 13h. Plein de questions, on n'a pas encore donné toutes les réponses. On a aussi identifié beaucoup de ressources propres à vos structures, mais aussi d'autres ressources qui sont apparues dans le chat. Donc, je pense que Pauline et Madeleine
on fera le compte-rendu et on essaiera d'identifier aussi toutes les ressources et de vous les mettre sur le site du collectif Mentorat. Merci beaucoup à vous tous pour ces échanges. On a ensemble construit, je pense, on a l'écosystème pour bâtir une communauté d'éclaireurs, pour aider les jeunes à naviguer dans leur choix d'orientation et les moins jeunes aussi. Et vous dire, je ne sais pas si Jules, je crois que tu veux dire un dernier mot. En fait, non, sens. je voulais juste, excuse-moi, oui, mais tu fais une très bonne lecture corporelle. C'était simplement, comme je vois aussi depuis tout à l'heure défiler, y compris des questions auxquelles je ne peux pas répondre là dans l'instant, est-ce que vous pouvez nous envoyer à Alix et moi un petit récapitulatif des infos qu'on pourrait transmettre peut-être par retour de mail collectif via vous aux participants du jour, quoi. Absolument. Et si vous voulez même mettre vos mails dans le chat tout de suite, comme ça, vous pouvez aussi être contacté directement si vous le souhaitez par les participants. Merci beaucoup, vous étiez nombreux, on a été ravis de vous accueillir virtuellement pour ces rencontres. J'annonce le sujet des prochaines rencontres qui auront lieu donc le 25 mai et donc ça sera une rencontre un peu plus politique sur l'analyse des résultats présidentiels en clé mentorat justement pour la suite du droit au mentorat en fonction du prochain candidat ou candidate. Donc voilà, ça sera un ton un peu différent. On aura les associations du collectif Mentorat et donc pour analyser justement les résultats en clé mentorat et droit au mentorat. Merci beaucoup à tous, c'était un plaisir et à très bientôt.